sur France 3 Pays de la Loire. Émotion, compassion. Et si cet artiste et son piano résumaient l'essentiel en interprétant devant le Bataclan cette chanson de John Lennon, Imagine. Maître du symbole sur l'indicible, sur les douleurs, c'est l'apanage des artistes et des hommes de bonne volonté. On va les écouter aujourd'hui. Bonjour et merci d'être avec nous. La webcam, elle nous emmène du côté de l'Île-Dieu, Port-Joinville, où vous allez le voir, le ciel a comme envie de pleurer aujourd'hui. Une dépression entraînera quelques averses éparses sur la région. Les températures sont très douces pour la saison. Elles sont là presque pour nous consoler. 13 à la Flèche, 14 à Laval et Saumur, 15 à la Baule, Nantes et au Sables-d'Olonne. Vous regardez Pays de la Loire matin. Merci. Et non, ce jour ne ressemble pas aux autres. Impossible de vous demander si vous avez passé un bon week-end. Bien sûr que non. Nous pensons aujourd'hui aux victimes, aux blessés, à leurs familles et à leurs proches. Un hommage a été rendu spontanément dans plusieurs villes de la région, comme par exemple à Mayenne, au Mans, à Château-Gontier, où 1000 personnes se sont réunies samedi, ainsi qu'à Laval, en Mayenne. Un registre de condoléances a été mis à la disposition des habitants de Saint-Nazaire. On a aussi vu des rassemblements à Nantes, 4 à 500 personnes, une centaine de personnes à Cholet. Des recueillements aussi anonymes qui expriment toute la solidarité d'un peuple envers les victimes de ces attentats. Alors parlons précisément de ces victimes. Avec nous par webcam, Richard Trèves, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine et membre de l'association Douleurs sans frontières. Ces regroupements, ces témoignages de compassion sont-ils utiles et nécessaires selon vous ? Mais bien entendu, dans votre question, il y a la réponse ipso facto, parce que ce qu'il faut éviter, c'est le stress post-traumatique. Et ce stress post-traumatique, il peut être immédiat ou différé. Et heureusement qu'il y a la forme dite aiguë qui est récente, qui disparaît en 3 mois, 1 fois sur 2. Mais ce qui est terrible, c'est la forme chronique. Donc il faut absolument qu'il y ait une précipitation de solliciteurs pour aider tous ceux qui sont dans le drame, parce que c'est affreux tout ce qu'ils ont raconté. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence pour aider les victimes ? Alors, il faut absolument leur en parler. Il faut trouver les mots positifs, jamais les mots négatifs, jamais négativer. Toujours essayer de leur faire reconstituer un tout petit peu, mais sans exagérer. Et puis leur dire que de toute façon, eux, ils sont sortis et tant mieux, il faut les déculpabiliser. Parce que ce qui est terrible, c'est ceux qui ont vu les morts autour d'eux et qui se disent après pourquoi eux et pas moi. La médiatisation, selon vous, est-ce qu'elle est rassurante ou au contraire un peu plus traumatisante ? Tout dépend comment vous la percevez. Vous savez que tout être humain, nous sommes tous différents. Il y a ceux qui sont très sensibles et ceux qui ne sont pas très sensibles. De toute façon, on ne peut pas éviter les images. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout les descriptions morbides. Est-ce que les cellules psychologiques sont, à votre avis, indispensables aujourd'hui, après de tels événements ? Bien entendu qu'elles ont été créées pour cela. Immédiatement prendre en charge. Ne pas laisser un temps de l'attente. Ne pas attendre quelques jours ou quelques semaines. Sinon, c'est l'enquistement. C'est la chronicisation. Un dernier mot, vous rentrez d'une mission humanitaire au Kurdistan irakien qui vient en aide aux médecins, au personnel soignant en situation de guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces confrères qui, dans l'urgence, en ce moment, se battent pour sauver des vies ? Eh bien, à l'inverse de ce qui se passe dans des pays où la guerre est chronique, où les drames sont accumulés et il n'y a pas de mesures d'urgence immédiate, à Paris, heureusement qu'il y a une précipitation de bonnes personnes courageuses, des psychologues, des psychiatres, des cellules psychologiques pour tout de suite éviter cette chronicisation. C'est ça le plus terrible, c'est la pérennisation des symptômes. Merci professeur Trèves d'avoir répondu à nos questions et je renvoie au site internet de votre association douleurs.org. La solidarité est bien sûr aussi internationale. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. Vous étiez en Île-de-France vendredi soir et en étant parisien d'origine, vous avez beaucoup d'amis qui vivent dans la capitale et vous avez suivi tous les événements sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passait, mais aussi pour vous assurer que vos proches et vos amis allaient bien. Internet, les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dès vendredi. Oui, alors effectivement, j'étais en Île-de-France vendredi soir. J'ai pu aider les confrères de France 3 Paris-Île-de-France à relayer, à raconter ce qui se passait en temps réel et à relayer donc ce qui se passait aussi sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se racontait autour de différents mots-clés, c'est hashtag, attaque Paris,
fusillade, Bataclan, des hashtags qui ont été utilisés donc tout au long de la soirée et de la nuit. Et puis un hashtag qui est arrivé assez rapidement aussi, dont on a aussi parlé dans les médias. C'est porte ouverte. C'est porte ouverte, voilà. Porte ouverte. Alors c'est une initiative en fait d'un Parisien qui a vu en fait différents tweets arriver, postés sur les réseaux sociaux, qui proposaient en fait d'ouvrir les portes, en fait de recueillir des personnes qui étaient dans la rue pour les mettre à l'abri. Des tweets qui n'avaient pas en fait ce petit mot-clé commun. Et du coup, en créant ce mot-clé porte ouverte, eh bien, en sélectionnant simplement ce mot-clé, on avait en fait toute une carte des endroits disponibles où aller s'abriter, des endroits en Seine-Saint-Denis, des endroits aussi dans les 10e et les 11e arrondissements touchés par ces terribles... Des quartiers festifs très fréquentés, notamment les week-ends. Facebook également a très vite pris le relais de Twitter. Alors oui, dans le cours de la soirée, de la nuit, il était à peu près minuit, 1h du matin. En fait, Facebook a lancé pour la première fois en France son application, son service Safety Check. C'est un service qui a été lancé il y a un an, en octobre 2014, qui avait été utilisé une première fois lors du séisme au Népal, plusieurs fois depuis, lors de catastrophes ou de catastrophes naturelles ou de sinistres, d'attentats. En fait, c'est un service qui géolocalise en fait les personnes, du coup, là, dans un cercle du 10e, du 11e, de Seine-Saint-Denis, même un peu plus largement en Île-de-France, et qui vous envoie une petite alerte pour que vous puissiez annoncer en fait à vos proches, à vos amis, que vous êtes en sécurité, que vous êtes safe. Voilà. Il y a 5,6 millions quand même de personnes qui ont pu alerter sur le fait qu'ils étaient en sécurité. Ça a touché près de 360 millions de personnes dans le monde qui ont pu du coup être rassurés sur l'état de santé d'un de leurs proches. Il nous reste peu de temps, mais il faut évidemment parler tout de suite des images qui ont envahi Internet. Alors effectivement, on va les voir à l'écran. Ces images qui, on se souvient de Je suis Charlie, eh bien, il y a eu Je suis Paris, il y a eu Pray for Paris, il y a eu cette image-là, Stand with Paris, qui a été internationale, des images comme la Tour Eiffel, on vient de le voir, la Tour Eiffel qui s'éteint, mais tous les monuments qui reprennent les couleurs de la France, voilà, des images qui ont été viralisées sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi un autre hashtag qui est malheureusement apparu, c'est un hashtag Recherche Paris, qui lui, donc sur Twitter, qui permettait en fait d'alerter sur une disparition, de lancer des avis de recherche, des avis de recherche qui ont été utilisés par les services de santé dans les différents hôpitaux parisiens, parce que les personnes donnaient des petites indications sur les disparus. Malheureusement, au fil des heures, et ça fait froid dans le dos, les photos qu'on peut voir à l'écran, certaines d'entre elles se sont transformées malheureusement en avis de décès. Merci pour toutes ces précisions. L'actualité, évidemment, c'est à suivre sur notre site internet en continu. Et puis, ces deux éditions régionales, à 12h et à 19h, on reçoit Éléonore Duplé. Bonjour Éléonore, et évidemment nos éditions à midi et ce soir seront largement consacrées à ces attentats. Oui, parce qu'il y a évidemment, Christophe, des répercussions dans la région. Ce matin, par exemple, la gare de Nantes et le jardin des plantes ont été évacués suite à un signalement de colis suspect. Notre journal également sera exceptionnellement diffusé un petit peu avant midi en avance pour que nous puissions vous faire vivre la minute de silence. Nos journalistes seront en direct à Angers, dans une école où ils suivront aussi les discussions avec les enseignants. Comment parler des attentats aux enfants? C'est une question que nous nous poserons. Ce sera l'objet d'un entretien ce midi et ce soir avec une psychologue qui nous dira comment ne rien cacher tout en évitant évidemment de traumatiser les enfants. Quel discours aborder? C'est ce que nous verrons également avec un psychanalyste dans cette émission dans quelques minutes. Et pour terminer, autre conséquence de ce deuil national, le procès en appel de Xynthia qui devait commencer aujourd'hui à Poitiers sera ouvert d'abord, puis aussitôt suspendu jusqu'à mercredi. Nous y serons également en direct pour vous donner toutes les explications. Eh bien, à tout à l'heure. Merci pour ces titres, Éléonore. Alors, le fil de l'info, c'est évidemment sur Internet. Comme la météo, je vous rappelle que sur l'île Dieu, comme partout ailleurs dans la région, le temps sera couvert. Le gris est la couleur dominante aujourd'hui. Quelques pluies éparses prévues dans l'après-midi. Température, grâce à un flux de sud-ouest particulièrement douce. 13 à Mamers, 14 à Angers, La Roche-sur-Yon, 15 à La Baule, Nantes. Je vous le disais, il y a eu des rassemblements spontanés dans la région ce week-end, beaucoup de dignité dans ces moments. Il y a eu des gestes individuels comme des bougies allumées. Voici quelques images qui ont été postées sur notre page Facebook et que nous allons tout de suite découvrir en musique.
Merci à Marine, Alexandra, Steph, Dominique et Nat qui ont composé ce bel album de photographie. Continuez à nous envoyer vos images. Cet mouvement, cet élan de solidarité fait bien sûr du bien. Et on les retrouve évidemment sur notre page Facebook. Puisqu'on parle d'Internet, on y reste avec l'instant web. Bonjour Fabienne. Bonjour Christophe. Des dessins, on l'a évoqué avec Olivier Couvreur, des dessins qui sont devenus des symboles des attentats sur le net. Et oui, vous avez certainement vu toutes ces illustrations qui, donc depuis vendredi, ont fleuri sur les réseaux sociaux. Et parmi ces dessins, celui-ci, s'appelle Peace for Paris. On y voit la tour Eiffel insérée dans le symbole Peace and Love. Ce dessin est signé Jean Julien, c'est un jeune Choletais. Cet artiste est né donc là-bas, il a passé une vingtaine d'années à Nantes et depuis il est installé à Londres. Alors on lui doit aussi, lors des attentats de janvier, un autre dessin, voilà celui-ci, une Kalachnikov qui est aux prises avec un crayon. Ça, c'est un dessin qui était très fort lors des attentats de janvier. Et puis également une autre très belle illustration qui est une photo signée Romain Marais. Il est étudiant à l'EEGP d'Angers, donc c'est l'école européenne de graphisme et de la pub. Lui aussi a choisi le symbole de la tour Eiffel. Alors évidemment, des réactions nombreuses sur Facebook. Oui, vos réactions suite à ce post que nous avons publié sur notre page dès vendredi soir. Nous sommes Nantes, Angers, Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon. Nous sommes toutes les communes de Pays de la Loire et ce soir nous sommes aussi Paris. Vous avez été 300 000 à voir ce post, à le partager, à le commenter. Et parmi les commentaires, Florence nous dit la France, tout simplement. Jacques dit aimons-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres dans notre belle France. Et Ibrahim dit toute la France est touchée, pas que Paris, ainsi que toute l'humanité. Et puis les artistes également se sont distingués. Oui, avec ce moment très émouvant qui a ponctué dès samedi soir le concert de Madonna à Stockholm, en Suède. La star a tenu à rendre hommage à toutes les victimes des attentats à Paris avec un long discours suivi d'une minute de silence. Et dans ce discours, elle exprime toute sa compassion pour les familles et les victimes et leurs familles, et explique aussi pourquoi elle a tenu à maintenir son spectacle malgré les circonstances. Alors Madonna a également chanté ce très beau morceau d'Edith Piaf, La vie en rose. Un morceau qu'elle n'a pas chanté pour l'occasion, je tiens à le préciser, mais qui est un morceau qu'elle a intégré dans sa tournée, Rebel Heart Tour. Sauf que pour ce concert, eh bien, ce morceau a pris une autre dimension. Je propose de l'écouter quelques instants. Et Madonna n'a pas été la seule artiste à demander une minute de silence. Non, Johnny a fait de même hier soir lors de son concert à Strasbourg. En fait, il a demandé lui aussi d'observer une minute de silence. Et puis les Coldplay étaient en concert à Los Angeles. Eux aussi, ils ont fait pareil avant d'enchaîner avec Imagine, la chanson de John Lennon. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire, notamment sur le web. Vous continuez évidemment à réagir et on se fera écho évidemment de vos questions et de vos réactions avec donc ce symbole qui reste donc voilà cette tour Eiffel endeuillée. Et nous allons précisément, vous avez parlé de la minute de silence il y a quelques instants. À midi précise, dans les entreprises, dans les bâtiments publics, les gens vont observer une minute de silence. L'Éducation nationale a elle aussi demandé à ses enseignants ce matin de parler de cela avec les enfants. Avec nous, Serge Tisseron, qui est psychologue, psychanalyste bien connu des enseignants pour ses travaux sur les jeunes et les écrans. La minute de silence avait été demandée au moment des attentats de janvier. Pas mal de controverses. Faut-il ou non la faire observer par les enfants, selon vous ? Il faut absolument la faire observer par les enfants. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura beaucoup moins de problèmes qu'il n'y en a eu en janvier. N'oubliez pas quand même qu'en janvier, les attentats étaient très ciblés. C'était des dessinateurs qui étaient accusés d'avoir blasphémé, voilà, où il y a eu les attentats contre les Juifs. Mais ici, les cibles sont non discriminé, tout le monde a été frappé et je pense que ça devrait poser beaucoup moins de problèmes. En revanche, ce qui est nouveau et ce qui est très important, c'est que le ministre de l'Éducation nationale a demandé aux enseignants d'inviter les enfants à parler. Alors entendons bien, il ne s'agit pas de les inviter à parler pour leur dire non, là tu te trompes, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il s'agit de les inviter à parler pour leur montrer qu'en démocratie, eh bien justement, chacun peut donner son avis. C'est pas dans une demi-heure, une heure de débat dans une classe qu'ils vont arriver à se mettre d'accord. Évidemment, le but n'est pas qu'ils se mettent d'accord, le but n'est pas qu'ils adoptent une version commune de l'événement qu'ils partageraient tous après une demi-heure. L'important, c'est de les inviter à comprendre ce qu'est une démocratie, un espace dans lequel chacun donne son opinion en respectant celui d'autrui. Et lorsqu'on est parent, quelle attitude, quelle posture faut-il avoir envers ses enfants ? Oui, alors tout dépend de l'âge des enfants évidemment, mais
Par rapport aux parents qui ont l'habitude de regarder le journal télévisé avec leurs enfants, je pense que les événements, la gravité des événements justifie de les tenir à l'écart et d'utiliser ce moment pour parler avec eux de la manière dont ils perçoivent les choses. Vous savez, les enfants sont comme nous, ils ne souffrent pas d'un défaut d'information, ils souffrent d'un excès d'informations contradictoires, morcelées, dans lesquelles on ne se retrouve plus, et ils se fabriquent une version à eux, et si nous ne connaissons pas cette version, tout ce que nous pouvons leur dire va leur glisser complètement dessus. La première chose à faire, c'est de leur dire, ben voilà, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tes camarades ont dit à l'école, pour les familles qui vont retrouver leurs enfants ce soir, eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Et puis à partir de là, encore une fois, on discute. Vous savez, des fois, ce que les enfants perçoivent étonne beaucoup les adultes. Regardez, par exemple, un parent me disait tout à l'heure, ben voilà, mon enfant, on lui a dit c'était des méchants. L'enfant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les parents ont dit, ben ils ont été tués. Alors l'enfant a dit, ben si les méchants ont été tués, il n'y a plus de problème. Maintenant, on va vivre tranquille. Donc, vous voyez, parce que dans les livres pour enfants, il y a toujours des méchants. À la fin du livre, bon, ils sont écartés ou ils sont éliminés. Et après, tout est rayonnant, tout est beau, tout est bien. Donc, il faut vraiment demander aux enfants comment ils reçoivent ces informations, comment ils pensent la situation pour simplement éviter qu'ils aient une mauvaise idée dont nous n'avons pas idée nous-mêmes. D'accord. L'émotion du papa, de la maman, on peut la montrer à ses enfants? Alors c'est le grand problème, l'émotion. Je dirais que le problème de l'enfant, c'est pas une compréhension cognitive. L'enfant, dès qu'il sait parler, a déjà beaucoup de mots. Il peut comprendre la mort beaucoup mieux que ce que beaucoup de parents le croient. Il peut comprendre la guerre. Il sait qu'il y en a eu. Et donc il peut comprendre qu'il y en aura et qu'il peut y en avoir une en ce moment. Mais en revanche, le grand problème, c'est les émotions. Alors pourquoi? Parce que l'enfant est une vraie éponge émotionnelle vis-à-vis de ses parents. Si les parents sont angoissés, l'enfant est angoissé. Si les parents sont heureux, l'enfant est heureux, voilà. Et donc, du coup, quand les parents vont parler à leur enfant, l'important, ça va être de trouver l'émotion adaptée, pas trop d'émotions qui pourraient envahir l'enfant, il n'entendrait plus rien de ce qu'on lui dirait, mais il s'imprégnerait d'émotions, et à l'inverse, éviter aussi un discours trop froid, trop rationnel, trop distancé, l'enfant aurait l'impression qu'il ne s'est rien passé de grave. Alors, comment faire pour trouver la bonne distance? Eh bien, j'invite les parents à parler entre adultes d'abord, avant de parler à leurs enfants, trouver la bonne régulation émotionnelle, les émotions justes. Les émotions justes sont aussi importantes que les mots justes, et dans les deux cas, la meilleure manière de les trouver, c'est d'échanger d'abord avec des adultes avant d'échanger avec ses enfants. Eh bien, merci en tout cas Serge Tisseron pour tous ces conseils et ces observations. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychanalyste et que vous êtes notamment connu pour vos travaux sur les jeunes et les écrans. Voilà, on ouvre maintenant le chapitre innovation comme nous le faisons chaque lundi et aux entreprises de la région qui se distinguent dans tous les domaines comme celui de la réalité virtuelle. Une entreprise lavalloise a par exemple inventé une application qui est utilisée par des patients en milieu hospitalier. Un micro-casque, des lunettes 3D permettent à des malades de communiquer avec l'extérieur. Vous allez tout comprendre dans ID Buzz. À Laval, l'effet papillon a créé Bliss, un réseau social en 3D qui permet aux patients en situation d'isolement, à l'hôpital ou à domicile, de communiquer avec leurs proches via un avatar papillon. J'ai imaginé Bliss après avoir été moi-même proche de patients et avoir accompagné mon proche en secteur stérile, où pour le coup l'isolement était total, on ne pouvait même pas se toucher. Et la fenêtre qu'on ne peut pas ouvrir dans la chambre, on pouvait l'ouvrir grâce à la connexion Internet, à l'accès aux jeux vidéo. Et j'ai eu l'idée justement de créer un monde virtuel, onirique, où on pourrait justement se retrouver, communiquer et avoir un prétexte à l'évasion, à la communication qui soit différent de celui qu'on pouvait vivre quand on était hospitalisé. Est-ce que la 3D te gêne ? Ah non, pas du tout, au contraire. L'idée est surtout basée justement sur la communication et l'échange. On ne va pas passer des niveaux, on ne va pas avoir une quête. C'est vraiment une expérience et c'est assez chouette de se retrouver justement avec ses amis et sa famille en étant des papillons et de pouvoir voler ensemble, de pouvoir découvrir le monde justement ensemble et de pouvoir se retrouver aussi dans des coins du monde pour avoir des conversations avec le casque micro ou aussi par chat. Moi, mon rêve, c'est que tous les nouveaux patients qui sont diagnostiqués du cancer puissent avoir un accompagnement non médical en complément de son traitement classique. Parce que tant qu'on n'est pas passé par là, on ne peut pas imaginer les souffrances et les difficultés que vivent les patients et les familles. Donc Bliss doit être un moment, justement, une expérience qui leur amène un mieux-être et qui leur permet de se déconnecter et de vivre autre chose. À terme, l'objectif de Bliss, c'est une meilleure adhésion au traitement et une diminution de la consommation des psychotropes.
l'effet papillon pour lutter contre l'exclusion engendrée par la maladie. C'est cette belle idée lavalloise. Autre idée innovante, autre parcours d'entreprise régionale avec Inicité. C'est un cabinet d'expertise post-incendie qui a reçu début novembre le prix service du concours national des talents au ministère de l'économie à Bercy. Avec nous depuis Angers où est installé le cabinet Amandine Revol. Merci d'être avec nous. Quand on parle d'expertise après un sinistre, on voit tout de suite la police scientifique débarquer, comme dans les séries américaines. C'est ça votre travail ? Alors bonjour, c'est à la fois ça effectivement, et puis en même temps on en est quand même très rapproché, mais on fait partie un petit peu de cette nouvelle mouvance d'experts, on peut le dire, oui. J'imagine que l'observation a laissé la place aux nouvelles technologies dans votre métier. Ça a dû beaucoup bouger depuis des années. Alors oui, les nouvelles technologies, on les utilise maintenant de plus en plus. Ceci dit, l'observation, elle est essentielle pour nous. Le feu, on va considérer quasiment que c'est un être vivant. Il laisse des traces sur son passage comme un criminel. Et donc, on va étudier la scène d'incendie comme on va étudier la scène de crime. Pour qui travaillez-vous ? Qui sont vos clients ? Ils sont très variés. Ça peut être des tribunaux, ça peut être des compagnies d'assurance, ça peut être des particuliers également qui ont subi un sinistre incendie, que ce soit sur leur habitation, sur leur exploitation agricole par exemple. Alors, vous êtes deux à l'origine du projet, Virginie Lemerle et vous. Comment est venue l'idée de ce cabinet d'expertise ? En fait, on se connaît depuis très longtemps. Nous étions sapeurs-pompiers volontaires à l'époque, l'une et l'autre. Elle a poursuivi sur une carrière d'officier de sapeurs-pompiers. Moi, j'avais fait des choix plutôt dans le domaine de l'amélioration de l'habitat, des thématiques de l'insalubrité, l'indécence. Et puis, à force de discussion, nous nous sommes rendus compte qu'en matière de prévention incendie, nous étions très compétents dans les milieux du travail, dans les établissements recevant du public, mais en matière d'habitation, ça n'est pas le cas. Il y a énormément de travail à faire. Vous avez bien fait puisque vous avez donc remporté ce prix du concours national des talents. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Allez, on va aller rêver maintenant, rêver de voyage au long cours. Je vous emmène sur le port du Croisic pour voir l'un de ces bateaux emblèmes. Il s'agit du Couroun, bateau mythique qui a bouclé dans les années 40 un tour du monde en solitaire, avec à sa barre Jacques-Yves Le Toumoulin. Depuis, le Couroun a subi quelques avaries. Il est à sec pour des réparations et des promesses de voyage. Après la traversée du paquebot, l'exploit de la barque. Émule d'Alain Gerbeau, Yves Le Toumoulin retrouve la France au Croisic. 7 juillet 1952, Jacques-Yves Le Toumoulin fait une entrée triomphale dans le port. Une foule en liesse, des parents et des amis heureux de retrouver celui qui a quitté la terre ferme 3 ans plus tôt. À 32 ans, le marin aventurier vient d'accomplir son rêve, naviguer autour du monde, seul maître de sa destinée, comme il l'écrira 1 an plus tard dans son récit de voyage. C'était un projet totalement personnel. Ça a toujours été une recherche pour lui, une recherche philosophique sur ce qu'il voyait, sur ce qu'il rencontrait, sur les gens qu'il voyait. C'était pas la navigation pour la navigation. Partir autour du monde, c'est dans ce but ultime, tenu secret, qu'il fait construire le Couroun, tonnerre en breton, sur un chantier du Croisic. Inspiré du voyage du navigateur Louis Bernicot dans les années 30, Jacques-Yves Le Toumoulin veut un bateau simple, pratique et sûr. Au moment de sa conception, il était complètement dépassé. C'est ça qu'on peut dire. C'est lui-même qui le disait. Il dit, moi, mon bateau, quand j'ai conçu, il était complètement dépassé par rapport à ce qui se faisait. Mais pour des bateaux de yachting, des bateaux qui faisaient des régates ou des choses comme ça. Dépassé mais robuste pour le tour du monde. 10 mètres de long, 3,50 de large et 10 tonnes en charge. 65 ans plus tard, le Couroun n'a presque pas changé. Il a subi une avarie l'été dernier au niveau de la quille. C'est sur ce chantier naval, au cœur des marais du Bon de Couéron, qu'il se refait une beauté. Et son bateau est quand même... On va changer la quille. Les 2 planches de bordée ont été enlevées, voilà. Ce qui a permis aux experts de constater que l'intérieur de la charpente était absolument nickel. C'est un bateau qui est en bon état. On peut voir que les membrures ployées là, sont en bon état de conservation, aussi bien que les varangues, c'est-à-dire les varangues, c'est les pièces transversales qui relient les 2 côtés, elles sont en parfait état aussi. Donc le bois qui avait été mis en œuvre à l'époque de la construction du bateau, c'était du bois de bonne qualité. Une qualité qui lui a déjà permis de survivre à 26 années passées dans un hangar au Croisic. Jacques-Yves Le Toumoulin, retiré dans une propriété, ne veut plus naviguer.
Il lègue son bateau à la ville pour 1 euro symbolique. L'ardeur de passionné permettra sa restauration. Classé monument historique en 1993, le Curune devient l'emblème du Croisic et depuis navigue régulièrement. Les gens qui viennent voir le bateau, certains ont lu les livres de Jacques-Yves Le Toumelin quand ils avaient comme moi 18 ans. Ça a été pour eux une découverte et ils se sont mis à faire de la navigation. Ils sont partis en navigation. L'emplacement restera vacant cette année. Le Curune devrait rejoindre le port du Croisic au début de l'été 2016. J'allais dire, ça fait presque du bien d'avoir un peu navigué. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On va se retrouver demain à partir de 10h15 et on va se quitter sur la musique de John Lennon, Imagine, et cette quête d'un monde de paix et d'amour. Merci de nous avoir suivis.